Et c'est pour ça du coup qu'on fait du thé. Ah d'accord. Fun fact, si vous voyez 3 personnes à l'image, je suis tout seul. Mais ce qui importe, c'est que l'ennemi croit ce que je veux qu'il croie, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va parler de la possibilité de ruser dans la guerre, c'est-à-dire de contourner les codes martiaux afin de pouvoir bluffer l'adversaire. On ment à la guerre? Dingue. Non mais sans cynisme, on reviendra sur le concept d'information et de contre-information. Aujourd'hui, on va juste parler d'une bataille qui a été gagnée à coup d'illusions, de bonnes idées et surtout d'un bon coup de bluff. Ça fera une bonne histoire à raconter dans les dîners mondains. Pourquoi tout le monde veut briller dans les dîners mondains? Nous allons donc parler de la bataille de Kurikara, qui a eu lieu en 1183 et qui a opposé le clan Minamoto au clan Taira durant la guerre de Genpei. Non, ça veut rien dire du tout, ça, Berthier. Votre phrase n'a aucun sens. Soyez sans crainte, je vais tout vous expliquer. La guerre de Genpei est une guerre civile japonaise qui dura de 1180 à 1185 et qui a principalement imposé 2 clans, les Taira et les Minamoto. A l'origine, on est sur une querelle dynastique assez classique. Les Taira sont très proches du pouvoir impérial japonais. Ils sont les principaux administrateurs du royaume et basent leur puissance sur un commerce avec la Chine. Ils sont donc plus orientés vers l'ouest. Les Minamoto, en revanche, sont à l'est avec moins de ressources. Ils passent pour les militaristes de l'époque. Leurs visions opposées plus leur guerre d'influence sur l'empereur tendent leurs relations. Et tout naturellement, quand les Taira décident d'évincer un empereur pour placer un enfant à la tête du royaume et déplacer la capitale vers leurs territoires administrés, les Minamoto leur déclarent la guerre. S'engage alors un conflit désorganisé, car les territoires n'appartiennent pas clairement à chacun des camps. Les Minamoto ont tout de même un léger avantage en menant des raids et en brûlant Nara. Dans les faits, les Taira enchaînent un peu les erreurs. Ils se mettent à dos plusieurs clans et les moines guerriers. Et ça, croyez-moi, fallait pas le faire. Et du coup, ils s'en sortent surtout grâce aux luttes intestines des Minamoto qui manquent de moyens financiers. Une grande famine provoquée par la guerre met le conflit en pause pendant 2 ans et ne reprendra qu'en 1183. Les Taira, vexés par les raids des Minamoto, lèvent alors une grande armée estimée à 40 000 hommes pour aller dévaster des terres au nord-est et sécuriser la capitale de Kyoto. De leur côté, les Minamoto peinent à rester unis, mais lèvent une armée d'environ 5 000 hommes pour se porter à leur rencontre. C'est donc vers Kurikara que les 2 armées vont se retrouver. Et là, il faut faire une pause pour parler de ce Japon médiéval qui est en train de devenir ce que nous connaissons mieux dans la culture occidentale. À cette époque, les samouraïs sont encore loin de ceux que l'on connaît. Ce sont des seigneurs, propriétaires terriens, qui proposent leur protection aux paysans. En effet, à l'époque, la noblesse est très peu concernée par le destin de la campagne, et beaucoup de révoltes déstabilisent la population. Les Minamoto sont les plus proches de cet aspect guerrier et terrien. Les Taira, en revanche, sont plus proches de l'administration et de la cour. Cette guerre est finalement celle du renversement des nobles administrateurs au profit des nouveaux nobles guerriers et propriétaires. Pour vous dire l'inexpérience des Taira dans le domaine de la guerre, ils ont perdu une bataille parce qu'ils avaient eu peur de poules d'eau. Mais ça explique beaucoup de choses. Pourtant, la Triforce, c'est les Hojo, c'est pas les Taira. Les armées de l'époque sont proches des hostes européens. Une cavalerie et une archerie nobles, bien formées et bien armées, complétées avec une infanterie paysanne complètement abandonnée. Pour cette bataille, Minamoto no Yoshinaka est fortement désavantagé, mais il a un peu d'avance et va tout miser sur du bluff. Les Taira ont scindé leurs forces en 2, une partie pour attaquer la province d'Etchu et gagner, mais c'est très anecdotique, et l'autre pour se porter à la rencontre de l'armée Minamoto au col de Kurikara. Premier bluff, Yoshinaka fait planter des drapeaux aux couleurs blanches des Minamoto pour faire croire aux Taira à une armée beaucoup plus nombreuse qu'en réalité. Pas trop chaud, les Taira ont décidé d'attendre le lendemain pour engager la bataille, et ça fait gagner un temps précieux à Yoshinaka. Ce dernier en profite pour placer ses pions. Il envoie une partie de ses troupes faire le tour de l'armée Taira pour être dans leur dos. Il place également des troupes en embuscade en contrebas, le reste fait face. Pour détourner l'attention, les Minamoto engagent les Taira de manière très codifiée.
Duels d'archers, duels individuels, bref, un spectacle pour la gloire, quoi. C'est alors que les Taira se découvrent encerclés, d'autant plus que les Minamoto derrière ont encore fait le coup des drapeaux. Le moral en prend un sacré coup et Yoshinaka décide de tenter le coup de grâce. Il attache des torches aux cornes d'un troupeau de buffles et il les lance direct contre les Taira. Oui, ça a pas mal marqué les Japonais aussi, cette affaire. Pris en tenaille, complètement déboussolés et persuadés de la supériorité de leur adversaire, les Taira s'enfuient et sont facilement cueillis par les troupes Minamoto en embuscade. Le massacre est total. Difficile d'estimer les pertes, mais de toute manière, toute l'infanterie se dispersera dans la campagne après. Cette bataille est vue comme le tournant de la guerre de Genpei. Kyoto tombe entre les mains des Minamoto et les Taira perdent armée et soutien. Les 2 années qui suivent verront les Taira refoulés puis définitivement battus à la bataille de Dan-no-ura. Ce qu'il faut voir ici, c'est la très grande différence de vision de l'ensemble de la bataille. Certes, Yoshinaka a plusieurs fois bluffé, mais il a surtout su extrêmement bien jouer sur 2 choses. 1. La volonté des Taira à gagner l'honneur dans la bataille, et 2. La possibilité de cacher ses intentions. Ce qu'il y a de particulièrement bien joué, ce sont les troupes en embuscade et pas les troupes dans le dos. Ça dénote d'une bonne compréhension du terrain et d'un excellent renseignement. Les Taira, de leur côté, n'ont jamais eu la moindre idée de la configuration de la bataille. Ce ne serait pas étonnant d'apprendre qu'ils ne savaient même pas contre combien de personnes ils se battaient. Et ça, dans la guerre, c'est une faute grave. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. En attendant, moi je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous souhaite une bonne journée.